Prenons un exemple concret. Vous avez créé votre site il y a quelques mois, vous avez, comme convenu, commencé à créer du contenu, créer vos pages stratégiques, présenter vos services, vos produits. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, au bout de plusieurs mois, vous vous rendez compte en fait qu'il n'y a toujours aucun trafic SEO. Le problème, c'est que vous derrière, vous avez des deadlines, vous avez des comptes à rendre et surtout, vous avez du chiffre d'affaires à faire. Et pendant ce temps-là, c'est un manque à gagner. Alors c'est assez courant, mais malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore beaucoup de sites qui ne génèrent aucun trafic SEO et qui comprennent en fait toujours pas pourquoi. Ils ont beau avoir par exemple 50 articles de blog, 50 pages de service, 50 produits, des dizaines de milliers de produits même s'il faut, et malheureusement, ils ne génèrent aucun trafic. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi votre trafic ne décolle pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en parcourant les 7 erreurs que j'ai récupérées et donc que j'ai compris au cours de mon expérience et surtout que je vois au quotidien. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous partagerai une erreur vraiment très commune qui est réalisée donc sur tous les sites et du moins par tout le monde, j'en dirai pas plus, mais c'est vraiment une erreur que je vous délivre en bonus pour vous apporter un petit peu plus d'infos et un petit peu plus de valeur. Je vais juste me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je suis Victor Collade, je suis consultant SEO à temps plein et je partage mes conseils sur le référencement naturel, sur le marketing digital, également sur la data pour pouvoir vraiment vous aider à exploser vos records en termes de trafic web et pour donc améliorer le chiffre d'affaires de votre entreprise. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas fixer des objectifs clairs et précis. Malheureusement, on a des sites internet qui se créent tous les jours, c'est énorme le nombre de sites qui peuvent se créer tous les jours, mais malheureusement les webmasters ou du moins les dirigeants qui sont derrière la création du site ne réfléchissent pas forcément à ce que va servir le site. Le problème c'est qu'aujourd'hui si vous pensez que vous allez juste faire un site, publier du contenu et vous dire bon voilà ça va faire des conversions, en fait ça marche pas du tout comme ça en fait. Le site internet doit vraiment avoir un objectif clair et précis. Est-ce que vous voulez générer du trafic qualifié? Est-ce que vous voulez générer des leads? Est-ce que vous voulez générer des ventes e-commerce? Est-ce que vous voulez générer des appels pour vos services, pour vos équipes, pour vos commerciaux? Bref, toutes ces questions doivent être posées avant la création du site. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fonction de l'objectif, vous allez pouvoir établir un plan d'action et surtout comprendre à qui vous allez devoir vous adresser. Parce que imaginons que derrière, vous avez un site qui génère 10 000 visites par mois. Mais par contre, derrière, vous avez une conversion à 0,01%. Autant dire, c'est minime. En fait, il est beaucoup plus préférable d'atteindre 2000 personnes par mois mais qui sont des profils qualifiés et donc qui vont avoir par exemple un taux de conversion à 2%. Avec 10 000 visiteurs à 0,01%, vous attirez 10 personnes en conversion, alors qu'avec 1000 visiteurs avec un taux de conversion à 2%, vous pouvez convertir jusqu'à 20 personnes. Donc en fait avec 10 fois moins de trafic, vous pouvez générer 2 fois plus de leads. Ça c'est vraiment une métrique qu'il faut comprendre. Ça sert à rien de vouloir générer des milliers et des milliers de trafic ou du moins d'utilisateurs par mois si derrière vous êtes incapable de dire en fait qu'est-ce qu'on fait de ce trafic. Donc vous devez vraiment vous poser 3 questions. La première c'est à qui on s'adresse. Est-ce que c'est des commerciaux? Est-ce que c'est en B2B? Est-ce que c'est en B2C? Est-ce que c'est vraiment une niche? Est-ce que c'est un marché plus large? Deuxièmement, comment on va les attirer? Donc, est-ce qu'on va faire beaucoup plus d'articles de blog? Est-ce qu'on va présenter beaucoup nos services? Est-ce qu'on a déjà fait une étude de la concurrence, une étude du marché pour savoir ce que les gens veulent, ce que les gens ne veulent pas? Et troisièmement, la dernière question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les convertir? Quel est l'acte marketing derrière? Comment est-ce qu'on va pouvoir générer des prospects en continu? Et comment derrière on va amener à générer des ventes? Tout ça c'est des choses que vous devez vraiment mettre en place, soit dans un business plan ou du moins en faisant un brainstorming avec vos équipes, mais c'est vraiment la première erreur qu'on voit le plus souvent. Et surtout si vous voulez attirer beaucoup de visiteurs ou du moins des visiteurs qualifiés, je vous invite à découvrir ma vidéo sur la rédaction SEO que j'ai fait en fait où je vous partage vraiment mes meilleures stratégies pour pouvoir attirer correctement une cible et derrière convertir intelligemment avec un marketing qui va être efficace. Je vous mets le lien juste en haut. L'erreur numéro 2, c'est tout simplement de ne pas prendre en compte l'intention de recherche. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de sites ou du moins des personnes qui vont écrire en réfléchissant juste à ce que eux voudraient avoir comme réponse. Sauf qu'en fait, malheureusement, vous n'êtes pas votre audience, vous n'êtes pas vos produits et vous n'êtes pas donc tout simplement vos clients. Vous devez vous mettre en place dans les chaussures de votre audience et donc comprendre ce que veulent réellement les gens derrière. L'intention de recherche, c'est juste une expression de recherche derrière une requête. Tout simplement, quand une personne va taper chaussures sur internet ou du moins sur les moteurs de recherche, derrière en fait on a une intention de recherche qui va se découvrir. Par exemple, est-ce que c'est des personnes qui veulent acheter des chaussures? Est-ce que c'est des personnes qui veulent savoir comment bien se chausser? Est-ce que c'est des personnes qui veulent aller sur un site de chaussures? Ou alors est-ce que c'est des personnes qui veulent vendre des chaussures par exemple?
Tout ça, c'est différentes intentions de recherche. J'ai déjà fait énormément de contenu par rapport à ça sur les intentions de recherche. C'est vraiment un élément qui n'est pas à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment le cœur du SEO aujourd'hui. L'intention de recherche, c'est vraiment en phase avec le parcours d'achat de l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez déterminer des requêtes qui vont être beaucoup plus longues, qui sont à titre donc d'information, et là vous allez pouvoir les attirer facilement. Et ensuite, vous allez pouvoir vous intéresser aux intentions de recherche, donc par exemple qui sont plus commerciales, et là vous allez pouvoir proposer par exemple vos produits, vos services et diverses propositions commerciales. Donc un exemple encore une fois tout bête, mais si le mot-clé par exemple est référencement naturel, là c'est une intention de recherche qui est dite donc informationnelle. Donc là l'utilisateur veut de l'information sur le SEO. Par contre à l'inverse, si on a un utilisateur qui va écrire service référencement naturel, là on est sur une intention donc dite commerciale. On a donc en face de nous une personne qui veut découvrir donc des services pour améliorer son référencement naturel. On dénombre donc aujourd'hui 4 intentions de recherche, mais ça je vous invite à aller voir directement ma vidéo sur les mots-clés pour choisir les bons mots-clés dans une stratégie de référencement où je vous explique les 4 différentes intentions de recherche. L'erreur numéro 3, maintenant, c'est de ne pas prendre en compte le trafic mobile. Si je vous disais aujourd'hui que plus de 50% des recherches sur le web sont faites à partir de téléphones mobiles, et ça c'est une donnée qui est croissante année après année. J'ai même vu des sites où par exemple 90% de leur trafic était directement lié à des utilisateurs qui surfaient, ou du moins qui étaient donc sur mobile et non pas sur desktop. Ça vous montre vraiment l'importance de comprendre et surtout d'avoir un site optimisé pour les mobiles. En fait c'est tout bête, mais des fois on a carrément des sites qui viennent et qui ne comprennent pas pourquoi par exemple ils n'ont pas de conversion, alors qu'en fait quand on regarde par exemple dans Analytics qui nous dit qu'en fait 80% des utilisateurs sont sur mobile, et d'ailleurs on se rend compte que sur le formulaire d'achat il y a une erreur, ou du moins on peut pas scroller correctement, ou il y a une erreur de JavaScript. En fait on comprend vite pourquoi le site en fait ne génère pas assez de ventes ou quoi que ce soit. Ça c'est un problème vraiment très récurrent, parce qu'en fait la majorité des personnes, des webmasters, même moi au début, quand on construit un site ou du moins quand on travaille sur un site, on est directement sur ordinateur. Le problème c'est qu'on ne se confronte pas vraiment aux utilisateurs qui vont être sur mobile, alors que c'est vraiment le nerf de la guerre, parce qu'aujourd'hui quand vous avez une question, quand vous voulez savoir quelque chose, quand vous voulez rechercher quelque chose rapidement, vous avez un téléphone, vous tapez, vous recherchez et la réponse est là. Le problème c'est que si les sites ne sont pas adaptés pour les mobiles, derrière c'est sûr que derrière ça va pas convertir, et du moins ça va pas forcément attirer des milliers de trafic. Et en plus depuis l'arrivée des Core Web Vitals donc en mai 2021, ce qui était donc sur les mobiles et plus récemment donc il y a en février, même avant qui arrivait donc sur les ordinateurs, les Core Web Vitals en fait analysent concrètement 3 éléments maintenant sur le web. On a donc le LCP, c'est Largest Contentful Paint. Ensuite on a le FID, ça c'est le First Input Delay. Et enfin le CLS, le Cumulative Layout Shift. Bon, et ça cache quoi en fait derrière mon accent anglais horrible? Tout simplement c'est des éléments qui permettent de noter ou du moins de comprendre la stabilité, la réactivité et la rapidité d'un site. Et depuis maintenant donc voilà que c'est arrivé donc sur mobile et en plus sur ordinateur, on a beaucoup de sites qui ont pris vraiment une grosse claque quand on a eu les Core Update. Et malheureusement, on peut rien faire par rapport à ça à part s'adapter. Donc aujourd'hui, votre site doit être vraiment quali au niveau des mobiles, il doit être optimisé pour les mobiles et également donc pour les ordinateurs bien sûr. Mais n'oubliez jamais, donc voilà, le trafic mobile c'est important et c'est vraiment l'avenir vraiment des moteurs de recherche et plus globalement du SEO, mais de la recherche classique. Une petite astuce pour comprendre ou du moins améliorer son site et du moins faire face donc aux Core Web Vitals, vous pouvez utiliser Google PageSpeed. C'est un outil gratuit de Google qui vous permet en fait de comprendre rapidement quels sont les éléments qui bloquent avec un ordre de priorité en fonction du danger, on va dire SEO. Au niveau des webperf, et rapidement vous pouvez détecter en fait les éléments qui vont empêcher donc d'avoir un site par exemple optimisé pour les mobiles ou pour les ordinateurs. La 4e erreur, malheureusement, elle est très importante, mais c'est de ne pas faire évoluer ses croyances en SEO. Si vous faites du SEO depuis 5 ans, vous avez pu vous apercevoir que toutes nos données et du moins tout notre travail a complètement changé. Il y a 5 ans, on parlait de sujets qui n'ont même plus d'actualité aujourd'hui, et surtout on avait des techniques et des stratégies qui
aujourd'hui ne marche plus. Je parlais tout à l'heure par exemple, mais l'intention de recherche, c'était déjà à présent il y a 5 ans, ça arrivait donc avec Google Colibri en 2013, mais aujourd'hui on en parle de plus en plus et c'est vraiment au cœur du métier aujourd'hui. Mais malheureusement en fait on a des personnes qui, ça fait 10 ans en fait qu'ils font du SEO et qui font toujours la même chose et qui vont du moins toujours te dire bon bah voilà, j'ai juste à répéter plusieurs fois le mot-clé dans mon contenu et c'est bon, mon contenu est optimisé. En fait non, ça marche plus comme ça. Et vraiment, les personnes qui vont dire oui, il faut répéter entre 1,5% et 2% le mot-clé précis dans le contenu, en fait ça marche plus. On a carrément des contenus qui sont classés dans les moteurs de recherche avec le contenu qui est cité une fois et pourtant on est déjà en position 0. En fait ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment des erreurs qu'il faut vraiment bannir parce que tout simplement ça va flinguer votre SEO. Et surtout il faut vraiment vous dire un truc, c'est que en fait il faut que nous aussi, donc les webmasters ou même les personnes qui gèrent des sites en général, il faut évoluer avec le moteur de recherche. Par exemple en 2019 on a Google qui a fait presque 4000 mises à jour en un an, ce qui est vraiment colossal. Sauf qu'en fait on a parfois on a des Core Web Vitals qui sortent ou quoi que ce soit, on a vraiment une date où on sait à peu près quand ça va sortir, mais ça c'est une mise à jour. Mais ça, après derrière on a presque par exemple 4000 voire 5000 maintenant micro mise à jour sur le moteur de recherche Google. Et donc évidemment c'est colossal. Et ça veut dire vraiment tout simplement que chaque jour on doit vraiment s'adapter, on doit comprendre, on doit toujours être dans une logique donc de test and learn. Donc aujourd'hui si vous êtes par exemple dans les premières positions sur un mot-clé, honnêtement ne vous reposez pas très longtemps sur vos lauriers, parce que moi j'ai déjà eu des sites où j'étais en première position sur pas mal de mots-clés et moi je me suis dit bon c'est bon, j'ai plus rien à faire. Et au final en fait 2 ans après le site s'est fait déclasser, et ce qui est complètement normal parce que au fur et à mesure plus les connaissances et plus les données communiquent sur le référencement naturel, et du moins plus les personnes connaissent et savent manier le truc, le problème, je vais répéter, mais le problème c'est que derrière on a beaucoup plus de concurrence et surtout la concurrence est beaucoup plus habile avec le référencement qu'il y a encore 5 ans. Il y a 5 ans encore, vous pouvez encore faire émerger un site qui n'avait pas trop de chance, c'était un petit peu compliqué mais on y arrivait. Aujourd'hui c'est vraiment 10 fois pire, c'est-à-dire que maintenant on sait très bien, une personne on va dire lambda sait à peu près comment optimiser un site, ou du moins a une petite idée de ce que c'est le référencement ou comment faire pour en gros attirer des visiteurs. Et ça, dites-vous qu'il y a 5 ans, vraiment, il y a même 5 ans, c'est petit en vrai comme date, mais c'était vraiment beaucoup plus facile. À présent, passons donc à l'erreur numéro 5, c'est tout simplement donc l'achat de backlink. J'en ai parlé juste avant, mais en fait quand on parle de backlink, c'est l'un des piliers en référencement naturel. C'est ce qui va permettre en fait d'améliorer la popularité, la notoriété et surtout la confiance que Google accorde à notre site. Donc c'est vraiment un élément très important. Travailler le netlinking, c'est compliqué, c'est pas forcément très plaisant, c'est pas forcément une tâche qui est vraiment réjouissante à faire, mais du moins on est obligé de le faire parce que c'est que comme ça en fait qu'on augmente nos portées au fur et à mesure. Et quand on pense malheureusement aujourd'hui au backlink, on pense directement à l'achat de backlink. Il n'y a aucun mal à acheter des backlinks, sauf quand c'est mal fait. Si aujourd'hui vous avez la possibilité d'acheter 6000 liens qui sont pourris, ou du moins qui disent qu'ils sont de qualité, mais par contre qui sont dans des blogs, je ne sais même pas où, et qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre site au niveau de la sémantique, ça sert à rien du tout. Par contre, si vous achetez des liens et qui vont vous permettre en fait d'améliorer votre site et qui sont en lien avec l'aspect sémantique de votre site, donc il y a vraiment un glissement du PageRank, là ça peut être intéressant. Là on ne doit pas non plus être toujours fermé à l'achat. Après c'est vrai que l'achat de liens au début ça peut être intéressant pour les nouveaux sites, pour lancer un petit peu la machine quand on a un petit peu un site stable, qu'on a proposé du contenu, des pages, donc pages stratégiques. Là ça peut être intéressant de proposer une petite stratégie d'achat de liens sur du court terme, mais après c'est bien de positionner vraiment notre stratégie sur ok, notre job c'est vraiment de positionner un maximum de pages dans les positions 0, dans les premières positions, et comme ça le netlinking se fera plus naturellement. La 6e erreur, c'est de ne pas utiliser des formats autres que le texte. Aujourd'hui, il existe tout simplement des millions de contenus sur le web. Et même si vous prenez une thématique comme la vôtre par exemple, qui est dans une niche d'une niche, et vous proposez un contenu vraiment, vous êtes sûr qu'il n'y aura personne qui l'aura écrit, malheureusement vous aurez déjà par exemple des dizaines de personnes qui auront déjà écrit un article ou du moins une page sur ce mot-clé. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à réfléchir vraiment dans une logique plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, si vous proposez juste un texte avec quelques images et juste 2-3 éléments, vous n'allez pas aller très bien loin. Par contre, si vous proposez un contenu qui est 10 fois supérieur à celui des concurrents, donc avec par exemple des infographies, des vidéos, des images qualitatives, des schémas,
du texte bien foutu, là vous avez vraiment quelque chose vraiment de très qualitatif et c'est comme ça que vous allez construire une stratégie sur le long terme. Par exemple, vous l'avez peut-être vu, mais sur mon site, donc l'agence RankBrain, moi ce que j'essaie de faire à chaque fois, par exemple quand je fais une page, j'essaie de placer une vidéo en plus pour pouvoir faciliter la lecture, ou du moins s'il y a des personnes qui veulent regarder une vidéo à la place de lire, bah moi c'est ce que je comprends, c'est ce que je fais aussi, je place la vidéo, je la mets sur YouTube en même temps. J'hésite pas aussi à mettre des images en lien avec ce que je dis, des schémas, des exemples, etc. Et vraiment, si je peux vous conseiller une seule chose, c'est de vraiment vous intéresser à la vidéo. La vidéo, il y a une statistique qui dit que si un prospect regarde une vidéo, ça peut convertir 80 fois plus que du texte. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vous, il faut vous implémenter dans votre stratégie. Même si YouTube ça reste assez concurrentiel, il y a toujours une place à se faire et du moins vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin avec donc le référencement et donc les vidéos. La 7e erreur, et juste après je vous partagerai comme convenu l'erreur bonus pour vraiment démystifier des mythes. La 7e erreur en attendant, c'est d'ignorer la marque EIT en SEO. Aujourd'hui, pour vous démarquer de la concurrence, vous devez vraiment établir une stratégie de marque. Pourquoi? Parce que tout simplement, la marque, ça reflète vraiment l'autorité, la notoriété et la popularité d'un site sur Internet. Et là, comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, mais c'est vraiment l'un des piliers en référencement. Google va vraiment favoriser les sites qui sont donc populaires, qui ont de la notoriété et qui sont cités ailleurs pour pouvoir placer plus facilement des contenus dans les meilleures positions. C'est logique en fait. C'est comme si vous avez un expert dans un domaine, bah forcément vous allez plus facilement l'écouter plutôt que quelqu'un qui ne sort de nulle part et vous dit bah non il faut faire ça. C'est tout simplement, c'est de la logique pure et dure, c'est vraiment la logique humaine. C'est vraiment comme ça que Google travaille avec donc ce qu'on appelle donc le Domain Authority. Et donc le concept EIT, c'est tout simplement, c'est vraiment l'acronyme en anglais Expertise, Authority and Trust, donc en français tout simplement c'est expertise, autorité et confiance. Donc tout simplement il va falloir travailler vraiment sur le domaine authority de votre site pour pouvoir apporter plus de poids à votre site, à votre marque, et c'est comme ça que vous allez pouvoir émerger sur des requêtes qui sont par exemple plus concurrentielles. Quelques étapes ou du moins quelques conseils pour travailler donc votre réputation digitale. Essayez au maximum de vous passer sur des requêtes où votre nom de marque est cité. Par exemple, vous avez des mots-clés où vous allez voir votre entreprise, plus loin par exemple avis ou alors témoignage. Et ça c'est vraiment des requêtes où vous allez pouvoir vous placer facilement pour faire comprendre à Google que vous créez des pages en fonction de votre entreprise, qu'il y a déjà des personnes qui recherchent votre entreprise, ça c'est déjà bien. Et surtout derrière, si vous avez par exemple nom de l'entreprise plus avis, là vous listez tous les avis sur une page dans le menu et honnêtement c'est quelque chose vraiment de très qualitatif de 1 pour le taux de conversion mais surtout pour votre présence digitale. Ça montre déjà que Google peut vous faire confiance et surtout ça montre aussi aux utilisateurs qu'ils peuvent vous faire confiance. Et ensuite évidemment essayez toujours de faire du netlinking, donc on en a parlé juste avant, mais à partir donc de liens qui sont dans la même thématique de vous, sans forcément travailler avec des concurrents directs bien sûr, mais travailler votre netlinking pour améliorer durablement le domaine authority du site. Et bien sûr un petit plus aussi, vous pourrez travailler aussi sur l'aspect local en proposant une fiche Google My Business avec des témoignages, des photos de l'entreprise, des aperçus, des photos de comment vous travaillez, des produits, etc. Ça c'est vraiment aussi très sympa aussi et c'est vraiment très important si vous voulez vraiment renforcer la confiance qu'accorde Google à votre entreprise. Et à présent donc l'erreur en bonus, donc on va dire l'erreur numéro 8, c'est tout simplement l'un des mythes je pense qui est vraiment très répandu sur internet, enfin du moins sur les référencements en tout cas, c'est tout simplement la notion de régularité. En fait, je vais vraiment démystifier un truc. On a beaucoup de webmasters par exemple qui vont vous dire oui, il faut écrire une fois par semaine, donc le mercredi, toutes les semaines. Le problème en fait, c'est que honnêtement, ça sert à rien et surtout, il n'y a aucune logique derrière. Parce que selon la concurrence et du coup selon le marché où vous vous situez, en fait, il va falloir produire beaucoup plus que ça et produire encore plus qu'une fois par semaine. Ça dépend vraiment de la concurrence et du marché. Si en face vous avez des concurrents qui publient tout simplement 3, 4 fois, 5 fois par semaine, en fait il va falloir aller encore plus loin et encore plus vite qu'eux. Et donc là c'est là que vous allez pouvoir proposer par exemple tout simplement 10 articles par semaine. Essayez vraiment d'arrêter donc avec ces mythes, honnêtement en fait vous perdez votre temps et surtout en fait ça apporte rien. Par exemple, on a beaucoup de personnes qui disent quand on crée des cocons sémantiques, ça sert à rien de les publier tous d'un coup. En fait si, bien sûr il faut toujours avoir une certaine régularité sur le site, proposer toujours du contenu frais, des contenus nouveaux, etc. Mais d'ailleurs c'est pas très grave si vous publiez tout d'un coup.
Je veux dire, si vous avez un cocon sémantique, donc un topic cluster autour d'un contenu qui est votre page clé, ou du moins vous allez ressortir dessus, bah en vrai sur moins d'un mois vous pouvez tout publier et ça sera très bien, et dans quelques mois vous pourrez voir déjà les résultats. Mais arrêtez avec cette notion de régularité, de dire voilà c'est une règle, la règle c'est un article tout le mercredi à 10 h toutes les semaines. Franchement ça c'est pas possible. Donc si vous avez un site, ou du moins si vous êtes prestataire aussi en SEO, voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais ça sert à rien en fait, c'est une règle qui marche pas, et du moins bien sûr en fonction du budget de votre client, il va falloir adapter ça à la concurrence du site. Ok, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à surtout commenter si vous avez des questions. Et surtout, j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur la vidéo. Si vous avez des erreurs aussi, vous pouvez partager. Ou du moins, si vous avez des complications pour améliorer votre référencement, n'hésitez pas à partager avec moi vos problèmes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.